Chapitre 17. Bedreddin, l'empereur égyptien, humilié par le refus et l'audace de Shemseddin Mohammed, ne put réprimer sa colère et dit à son vizir: Êtes-vous en réponse à mes normes inférieures? Suis-je si proche d'être ami avec vous comme ça? Je devrais me venger si tu oses me comparer à quelqu'un d'autre et je maudirai ta fille de n'avoir pour mari que le plus laid de tous mes esclaves. Ayant fini de parler, l'empereur chassa cruellement le premier ministre. Cet homme est rentré chez lui honteux et s'est senti extrêmement humilié. Le même jour, le roi fit venir un de ses cavaliers. Ce type a un bossu et une poitrine et est si laid qu'un fantôme le traiterait de fantôme. Après avoir ordonné à Shemseddin Mohammed d'accepter le mariage de sa fille avec cet esclave dégoûtant, l'empereur rédigea un acte de mariage et obligea tout le monde à le signer devant lui. Tous les préparatifs de ce mariage ridicule se sont terminés rapidement. Pendant que je parlais, tous les esclaves des fonctionnaires de la cour égyptienne étaient rassemblés devant un bain public, chacun une torche à la main. Ils attendirent que le cavalier bossu ait fini de se baigner, sortit et l'emmenèrent chez la mariée. Là, elle a également terminé son maquillage. Pendant que je quittais le Caire, les dames d'honneur s'étaient rassemblées, se préparant à emmener la mariée, avec toutes ses décorations de mariage, dans la chambre où elle devait attendre pour recevoir le bossu. Je l'ai vue et je vous assure que personne ne peut la voir sans être fasciné. Quand la fée cessa de parler, l'esprit dit: Peu importe combien tu me loues, je ne crois pas que la beauté de cette fille puisse surpasser la belle beauté de ce garçon. Je ne veux pas discuter avec toi, dit la fée, mais je dois aussi admettre qu'il mérite d'épouser la charmante fille qui a été forcée d'épouser le bossu. Je vois que nous ferons une très bonne chose, très digne de nous, contre l'injustice de l'empereur égyptien. Nous laissons ce jeune homme prendre la place de cet esclave. Tu as raison, dit le dieu avec enthousiasme, tu sais, je suis vraiment d'accord avec ta soudaine idée. J'accepte de détourner la vengeance de l'empereur égyptien, de réconforter un père en deuil et de rendre à sa fille le bonheur qu'elle pensait être un malheur. J'ai toute la capacité de réaliser ce plan et je crois qu'elle ne ménagera aucun effort. J'accepte de le ramener au Caire sans le réveiller, et vous pourrez le laisser où vous voudrez lorsque nous commencerons notre travail. Après que la fée et le dieu eurent fini de discuter de tout ce qui devait être fait, le dieu souleva doucement Bedreddin, s'envola dans les airs aussi vite que le vent et le plaça devant la porte d'un bureau, à côté de la salle de bain où se trouvait le bossu. Était sur le point de sortir avec un grand groupe d'esclaves qui attendaient. Bedreddin Hassan se réveilla alors, extrêmement surpris de se retrouver au milieu d'une ville étrange. Il voulut crier pour demander où il était, mais le dieu lui tapota doucement l'épaule et lui dit de ne pas parler. Puis il lui tendit une torche et lui dit: Entre dans la foule que tu vois rassemblée devant la porte des toilettes et marche avec eux jusqu'à atteindre la salle où se déroule le mariage. Le marié était un bossu qu'il reconnaissait facilement. Vous vous tenez à sa droite et entrez dans la pièce. Désormais, vous devez toujours mettre la main dans le sac d'argent rempli de paillettes devant votre poitrine et le distribuer aux musiciens, danseurs et danseuses qui jouent de la musique et dansent. Une fois à l'intérieur de la pièce, n'oubliez pas de distribuer l'argent aux esclaves qui se pressent autour de la mariée à mesure qu'elle s'approche de lui. Faites tout ce que je vous dis avec votre vivacité d'esprit et votre débrouillardise. Ne vous laissez surprendre par rien. N'ayez peur de personne, car vous êtes soutenu par un pouvoir surnaturel. Le jeune Bedreddin a mémorisé tout ce qu'il avait à faire puis s'est approché de la porte de la salle de bain. La première chose était d'allumer la torche allumée d'un esclave, puis de se tenir parmi eux comme s'il appartenait à quelque seigneur du Caire,
marchant avec eux après le bossu qui venait de quitter la maison, se baignait et grimpait sur le dos d'un cheval. Dans les écuries de l'empereur, la lumière du matin s'était levée, rendant Scheherazade silencieuse et la nuit suivante, elle continua. Oh, votre majesté, elle dit. Le premier ministre Giafar continua de raconter cette histoire à l'empereur Haroun al-Rashid. Bedreddin marchait à côté des musiciens, des danseurs et des showgirls juste devant le bossu, fouillant de temps en temps dans sa poche pour en sortir des poignées de paillettes à leur distribuer. Parce qu'il a fait cet acte généreux avec une attitude si humble et joyeuse, tous ceux qui ont reçu le cadeau l'ont regardé et quand ils ont vu clairement son visage, ils n'ont plus voulu détourner le regard parce qu'ils le trouvaient si beau. Les garçons sont rares. Arrivé à la porte du palais du premier ministre Shemseddin Mohammed, oncle de Bedreddin Hassan. Cet homme ne s'attendait probablement pas à ce que son neveu soit ici, si près de lui. Les gardes, pour éviter un éventuel chaos, ont empêché tous les esclaves tenant des torches d'entrer. Ils ont même repoussé Bedreddin Hassan. Mais les musiciens qui avaient franchi la porte ouverte se sont arrêtés pour protester. Ils ont dit qu'ils n'entreraient pas à moins de laisser ce type entrer avec eux. Ils dirent, « Ce type n'est pas un esclave, regarde-le et tu le sauras. » Il s'agissait probablement d'un jeune inconnu, curieux de savoir comment se déroulaient les mariages dans la ville. Pendant qu'il parlait, ils l'ont amené à se tenir au milieu et sont entrés ensemble, sans prêter aucune attention aux soldats. Ils lui prirent le flambeau et le donnèrent à la première personne qui venait de sortir de la maison, et après l'avoir amené dans la pièce, ils le placèrent à la droite du bossu qui était assis ensuite sur un trône joliment décoré. À lui, à côté du trône de l'épouse de la fille du premier ministre. La mariée était magnifiquement décorée mais avait un visage triste, une tristesse mortelle dont les gens ne pouvaient pas facilement deviner la cause lorsqu'ils voyaient à côté d'elle un mari très déformé qui pouvait à peine parler d'amour. Les deux trônes de ce couple mou sont placés au milieu d'un grand dais. Les dames de la cour et de la ville étaient assises des deux côtés, plus basses selon leur rang, toutes vêtues de vêtements luxueux et splendides, extrêmement spectaculaires. Chaque femme tient à la main une grande bougie allumée. Lorsqu'ils virent entrer Bedreddin Hassan, ils murmurèrent tous de l'admiration, regardant sa silhouette. Et son beau visage sans quitter des yeux. Quand il s'est assis, ce n'était pas qu'une seule personne, mais presque tout le monde à son tour a quitté son siège pour se rapprocher de lui pour regarder et quand ils sont retournés à leur place, il n'y avait pas beaucoup de gens qui ne sentaient pas un peu leur cœur déplacé. La différence entre Bedreddin Hassan et le cavalier bossu au visage dégoûtant provoqua un murmure dans la foule. C'est ce beau jeune homme qui devrait être le palefrenier, pas le bossu si sale. Les dames ne s'arrêtent pas là mais élèvent également la voix pour reprocher à l'empereur de s'appuyer sur une autorité absolue pour réaliser cet étrange mariage entre la laideur et la beauté. Ils ont également insulté et réprimandé sarcastiquement le bossu, le rendant confus, rendant le public très excité et criant, interrompant parfois la mélodie de la musique jouée dans la salle de mariage. Finalement, les musiciens ont repris le chœur et les servantes spécialisées dans le changement des vêtements de la mariée se sont approchées d'elle. Ici, Scheherazade s'est arrêtée parce que c'était l'aube. La nuit suivante, elle a continué l'histoire qu'elle avait laissée la veille. Oh, votre majesté, Scheherazade dit à l'empereur indien. Votre majesté n'a sûrement pas oublié que le premier ministre Giafar racontait encore des histoires sur le service de l'empereur Haroun al-Rachid. Chaque fois continua-t-il, la mariée changeait d'apparence habillée. Elle quitta de nouveau sa place, suivie des servantes,
passa devant le bossu sans même le regarder, mais se rendit chez Bedreddin Hassan pour lui montrer les nouveaux bijoux. Alors Bedreddin Hassan, se souvenant des instructions du dieu, n'oublia pas de mettre la main dans son sac d'argent, en sortit poignée après poignée de paillettes et les distribua aux serviteurs de la mariée. Il n'a pas non plus oublié les musiciens et les danseurs, leur lançant des clôtures. C'était amusant de les voir se pousser les uns les autres pour se pencher pour ramasser les pièces qui traînaient par terre. Ils le regardèrent avec gratitude et montrèrent des signes indiquant qu'ils voulaient que la jeune mariée lui appartienne, et non à ce bossu. Les dames et les servantes autour de la mariée lui dirent également la même chose, que le bossu l'ait entendu ou non. Et ils ont aussi réalisé des milliers de tours espiègles et moqueurs, ravissant tout le public. Une fois les multiples changements de vêtements terminés, les musiciens ont arrêté de jouer et se sont faufilés dehors, faisant signe à Bedreddin Hassan de rester. Les dames firent de même et retirèrent derrière elles tous ceux qui n'étaient pas dans la maison. La mariée entra dans une chambre, suivie par des servantes pour l'aider à se déshabiller. À cette époque, seul le cavalier bossu, Bedreddin Hassan, et quelques domestiques restaient dans la pièce. Le bossu, extrêmement en colère contre Bedreddin de le hanter tout le temps, lui lança un regard noir et dit : « Et toi ? Qu'est-ce que tu attends ? Pourquoi ne pars-tu pas comme tout le monde ? Sortir. » Bedreddin ne voyait aucune raison de rester là, alors se sentant mal à l'aise, il sortit rapidement. Mais avant qu'il puisse quitter le hall, le dieu et la fée apparurent et l'arrêtèrent. « Et ? Où vas-tu ? » Le dieu demanda : « S'il te plaît, reste, le bossu n'est plus dans la pièce, il est sorti. À cause de quelque chose. Retournez et faufilez-vous dans la chambre de la mariée. Quand il n'y a que vous et elle, vous devriez hardiment dire que vous êtes son mari. C'est juste que le roi a fait sortir le bossu juste pour s'amuser. Et pour calmer ce type, il lui a dit de lui préparer une délicieuse assiette de glace dans l'écurie. Dites-lui ensuite tout ce qui vous passe par la tête pour la rassurer. Faire tout cela n'est plus difficile pour lui maintenant, et elle sera heureuse parce qu'elle a été trompée d'une manière si agréable. Il va cependant falloir ordonner au bossu de ne pas l'empêcher de passer la nuit avec elle car elle est sa femme, pas la sienne. » Pendant que le dieu encourageait Bedreddin et lui enseignait quoi faire, le bossu était littéralement hors de la salle des mariages. Parce que le dieu était entré, transformé en chat noir qui hurlait horriblement. Le bossu frappa dans ses mains et siffla, mais non seulement le chat ne s'enfuit pas, mais il se leva également, le regardant avec des yeux rouges, et cria encore plus fort qu'avant et gonfla jusqu'à la taille d'un âne. Le bossu était terrifié et a appelé à l'aide, mais il avait tellement peur que sa mâchoire s'est raidie et il a simplement ouvert la bouche sans faire de bruit. Sans le laisser récupérer, le dieu se transforma en buffle et sous cet animal, dit à haute voix, ce méprisable bossu, le rendant encore plus effrayé. Il s'allongea sur le sol, releva l'ourlet de sa chemise pour se couvrir la tête et le visage afin de ne pas avoir à voir ce terrible animal. Il parla en tremblant. « Votre Majesté, Seigneur des buffles, que me voulez-vous ? Pas de chance pour toi, dit le dieu. Oserez-vous avoir l'audace d'épouser mon amant ? Oh ! Votre Majesté, le bossu dit rapidement, je vous demande pardon. C'est juste que je suis tellement stupide que j'ai péché contre toi. Je ne savais pas que cette femme avait un amant qui était un buffle. S'il vous plaît, donnez-moi des ordres. Je vous jure que je suis prêt à vous obéir. Tu mourras, dit le dieu, si tu sors d'ici ou si tu ne te tais pas jusqu'à ce que le soleil se lève. Si tu ouvres la bouche pour dire un seul mot,
je te briserai la tête. Dans la matinée, je vous autoriserai à quitter cette maison, mais vous devez vous enfuir rapidement sans vous retourner. Si vous osez même revenir, vous perdrez la vie. Après avoir prononcé cette dernière phrase, le dieu apparut sous la forme d'un humain, attrapa les pieds du bossu, le souleva la tête en bas, sa tête toucha le sol, de sorte qu'il se retrouva près du mur. Si tu bouges, ajouta-t-il avant que le soleil ne se lève, comme je l'ai dit, je vais attraper tes jambes et te plaquer contre ce mur jusqu'à ce que ta tête se brise en 1000 morceaux. Nous revenons à Bedreddin Hassan. Il fut encouragé par le dieu et encouragé par la présence de la fée. Il retourna dans la salle des noces et se faufila dans la chambre de la mariée, attendant la réussite de son plan. Un instant plus tard, la mariée entra, conduite par une gentille vieille femme. Elle s'arrêta devant la porte de la chambre, encourageant son mari à accomplir toutes ses tâches, sans regarder si c'était le bossu ou quelqu'un d'autre. Puis elle ferma la porte et se retira doucement. La jeune épouse fut extrêmement surprise, attendant de voir le bossu lorsque ce fut Bedreddin Hassan qui vint à sa rencontre avec le geste le plus gracieux et le plus élégant du monde. « Ohé, mec, lui demanda-t-elle, tu es toujours là à cette heure? Vous devez être l'ami de mon mari. Non, madame, répondit Bedreddin, je suis une personne complètement différente de ce bossu de basse classe. Mais dit-elle en disant cela, n'êtes-vous pas en train de diffamer mon mari? Lui? Son mari. Mademoiselle? Comment pouvez-vous en être si sûre? Ne vous trompez plus. Une grande beauté ne peut pas être sacrifiée ainsi pour la personne la plus méprisable du monde. C'est moi, madame, qui suis heureuse d'avoir cette beauté. L'empereur voulait faire rire le premier ministre de son père, alors il a mis en scène ce drame. C'est lui qui m'a choisi pour être son véritable mari. Elle dut remarquer que les dames, les musiciens, les danseuses, les servantes et tous ses domestiques prenaient part à cette comédie avec grand plaisir. Nous avions renvoyé le bossu et maintenant il se régalait d'une délicieuse assiette de confiture et de crème dans les écuries et elle pouvait être sûre qu'il n'apparaîtrait plus jamais devant ses beaux yeux. En entendant cela, la fille du Premier ministre, comme à moitié morte lorsqu'elle entra dans la chambre des mariages, illumina immédiatement son visage, sa soudaine gaieté rendit sa beauté encore plus étonnante, rendant Bedreddin abasourdi et captivé. Je ne m'attendais vraiment pas, dit-elle, à une surprise extrêmement agréable comme celle-ci. Mais je pensais que je serais tourmentée pour le reste de ma vie. Mon bonheur s'accroît encore davantage quand je t'ai, une personne extrêmement digne de mon affection. Ayant fini de parler, elle ôta ses vêtements et se coucha. Quant à Bedreddin Hassan, heureux de se retrouver en possession d'une personne aussi charmante et gracieuse, il se déshabilla lui aussi rapidement. Il les a drapés sur le bord d'une chaise, recouvrant le sac d'argent que lui avaient donné les Juifs, qui était encore presque plein même s'il l'avait sorti à plusieurs reprises pour le distribuer aux personnes présentes au mariage. Il ôta également son couvre-chef pour porter le bonnet de nuit que l'on avait préparé pour le bossu. Il s'est couché avec juste un soutien-gorge et un boxeur. L'aube força Scheherazade à arrêter de raconter. La nuit suivante, réveillée à l'heure habituelle, elle se souvint de ce qu'elle avait laissé la veille et continua. Oh, quand le couple s'est endormi ensemble, a poursuivi le Premier ministre Giafar, le dieu est venu vers la fée, lui disant qu'il était temps d'achever le travail commencé et qu'être conduit à ce moment était vraiment parfait. Ne laissons pas la lumière du jour qui va se lever révèle notre travail, dit-il. Va chercher le jeune homme, ne le réveille pas. La fée entra dans la pièce où étaient assis les jeunes mariés.
Dormant très profondément, elle souleva doucement Bedreddin Hassan, le laissant tel qu'il était à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il ne portait encore qu'un soutien-gorge et un short. La fée et le dieu le portèrent très vite jusqu'à la porte de Damas, pays de Cyrle, c'est vrai. Quand les prêtres appelaient bruyamment le peuple pour se réveiller pour les prières du matin. La fée a doucement placé Bedreddin sur le sol en brique à côté de la porte de la ville, puis est partie avec le dieu. Lorsque les portes de la ville ont commencé à s'ouvrir, les gens étaient déjà là. Une grande foule s'est rassemblée pour attendre, extrêmement surpris de voir Bedreddin allongé sur le sol avec seulement son soutien-gorge et son short. Une personne a déclaré, peut-être qu'il était pressé de quitter la maison de son amant et n'a donc pas eu le temps de mettre des vêtements d'extérieur. Une autre personne a déclaré, voyons, pourquoi est-il allongé ici? Il doit s'amuser en buvant. J'ai passé la majeure partie de la nuit avec des amis. Je suis probablement sorti pour faire quelque chose que je devais faire parce que j'étais tellement ivre. Au lieu de rentrer, je suis sorti ici et je me suis soudainement endormi. Alors je me suis allongé. Différentes personnes ont deviné ceci et cela, mais personne ne savait exactement pourquoi il était là. Une légère brise soufflait sur le devant de sa chemise pour que tout le monde puisse voir une poitrine blanche et lisse. Tout le monde était surpris. Sur cette partie du corps très belle et bien proportionnée, il a crié d'admiration, ce qui fit réveiller le jeune homme qui fut tout aussi surpris que de se retrouver allongé devant la porte d'une ville où il n'était jamais allé et une grande foule de gens l'entourait et le regardaient attentivement. Des hommes il leur dit s'il vous plaît, dites-moi où je suis et que voulez-vous de moi? L'un d'eux répondit. Et jeune homme, dès que la porte de la ville s'est ouverte, nous sommes sortis et nous l'avons vu allongé là. Nous nous sentons étrangement, nous nous sommes arrêtés pour regarder. As-tu dormi toute la nuit ici? Et savez-vous que c'est l'une des portes de la ville de Damas? Porte de Damas. S'est exclamé Bedreddin, vous essayez de me taquiner ou quelque chose comme ça? Quand je me suis couché, j'étais dans la ville du Caire. En l'entendant dire cela, quelques personnes se sont senties désolées pour lui et ont dit que c'était dommage qu'un si beau jeune homme soit dérangé, puis soit parti. Mon enfant, un vieil homme à l'air doux dit si vous ne voyez pas que vous étiez à Damas ce matin, comment avez-vous pu être au Caire la nuit dernière? C'est tellement absurde. C'est vrai, monsieur, argumenta Bedreddin, et je jure que j'étais à Balsora toute la journée d'hier. Dès qu'il eut fini de parler, tout le monde éclata de rire et cria « Un fou !» Quel fou! Quelques personnes ont eu pitié de sa jeunesse et un des anciens lui a dit « Mon enfant, vous devez être mentalement dérangé. Je n'ai rien pensé quand je l'ai dit. Pensez-y. Est-il possible de rester à Balsora le jour, de dormir à Calre la nuit et d'être à Damas le lendemain matin? Vous ne devez pas encore être réveillé? Essayez de vous en souvenir. Ce que je viens de dire, répéta Bedreddin, est absolument vrai. Hier soir, je me suis marié dans la ville du Caire. Tous ceux qui avaient ri plus tôt éclatèrent de nouveau de rire en l'entendant prononcer la dernière phrase. Fais attention, lui dit le même vieil homme, c'est vrai que tu étais juste en train de rêver et l'illusion persistait encore dans ton cerveau. Je sais exactement de quoi je parle, argumenta-t-il, pensez par vous-même. Dans le rêve? Comment aurais-je pu venir au Caire alors que j'y étais clairement? Cette fois, ils m'amenèrent devant ma femme pour lui changer de vêtements, et là j'aperçus le hideux bossu qu'ils comptaient lui amener pour mari. S'il vous plaît, dites-moi où sont mon Aodaï, mon foulard et mon sac d'argent? Bien qu'il ait essayé de leur dire que tout cela était vrai, tous ceux qui l'écoutaient se contentaient de rire.
le rendant tellement confus qu'il ne savait pas quoi penser de tout ce qui lui était arrivé. La lumière du soleil commença à éclairer la chambre de Charlard, provoquant le silence de Scheherazade. Et la nuit suivante, elle continua ainsi. Oh, votre majesté, elle dit après que Bedreddin ait insisté sur le fait que ce qu'il avait dit était vrai, il s'est levé pour aller en ville. Tout le monde a suivi et a crié « Un fou! Un fou !» Alors les fenêtres et les portes des maisons s'ouvrirent en grand et les têtes regardèrent et regardèrent. Certains rejoignirent la foule qui entourait Bedreddin et crièrent comme eux « Un fou qui ne comprend rien !» Bedreddin était confus et ne savait pas quoi faire. Dès qu'il est arrivé devant un magasin de bonbons, il est entré pour éviter que les gens le suivent et le huent. Le propriétaire de ce magasin de bonbons était à l'origine le patron d'un groupe de voyous spécialisé dans le vol des passants, mais depuis son installation à Damas, il n'a fait aucun scandale et ne semblait pas non plus avoir peur de quiconque connaissait son origine. Ainsi, d'un seul coup d'œil de sa part, toute la foule qui suivait Bedreddin s'est rapidement dispersée. Lorsque le propriétaire du magasin de bonbons a vu que plus personne ne le dérangeait, il s'est retourné pour demander à Bedreddin qui il était et quelles affaires il avait à Damas. Bedreddin ne lui a pas caché ses origines, la mort du vizir de son père. Il continua à raconter comment il avait quitté Balsora et, pour une raison inconnue, alors qu'il dormait près de la tombe de son père, à son réveil, il se retrouva au Caire, où il avait épousé une très belle jeune femme. Finalement, il fut surpris de constater que ce matin il était à Damas. Il avait pensé à toutes ces choses étranges mais ne parvenait pas à les comprendre. Ton histoire est très étrange, lui dit le pâtissier, mais suis mon conseil et ne laisse personne savoir tout ce que tu viens de me dire. S'il te plaît, attends patiemment. Attends que la chance vienne. Tu peux rester ici avec moi en attendant et comme je n'ai pas d'enfant, je suis prêt à t'adopter si tu es d'accord. Une fois que vous êtes mon enfant, vous pouvez vous déplacer librement dans la ville sans craindre que quiconque vous insulte. Même si adopter un fils de pâtissier n'était pas un honneur pour le fils d'un premier ministre, mais étant donné la situation actuelle, c'était peut-être la meilleure solution, alors il a accepté l'offre avec plaisir. Cet homme lui a donné des vêtements décents, a choisi des témoins et a déclaré aux autorités qu'il l'avait adopté. À partir de ce moment, Bedreddin vécut avec son père adoptif sous le nom court de Hassan et commença à s'entraîner à faire des gâteaux. Pendant que tout cela se passait à Damas, la fille de Shemseddin Mohammed du Caire s'est réveillée et, ne voyant pas Bedreddin allongé à côté d'elle, a supposé qu'il était réveillé pour quelque chose et qu'il ne voulait pas interrompre son sommeil, mais se réveiller doucement. Elle s'est assise et a attendu et a vu entrer le premier ministre Shemseddin Mohammed, son père. Elle était très émue car elle pensait que l'empereur égyptien l'avait humiliée, alors il est venu pleurer. Avec son enfant son triste sort. Elle embrassa la main de son père et l'accueillit avec une telle satisfaction qu'il fut choqué car c'était complètement contraire à ce à quoi il s'attendait, qui était de voir sa fille remplie de larmes et le cœur brisé tout comme lui. Maudite armée, il a grondé son fils avec colère. Pouvez-vous toujours être aussi excité? Après un horrible sacrifice que vous venez d'endurer? Êtes-vous toujours aussi joyeux? Scheherazade s'arrêta de parler ici car c'était déjà l'aube. La nuit suivante, elle continua et dit à l'empereur indien ce qui suit. Oh, votre majesté, c'est toujours le premier ministre Giafar qui continue l'histoire de Bedreddin Hassan. Quand la nouvelle épouse d'Il vit son père la gronder parce qu'elle semblait heureuse quand elle le vit arriver, elle dit, « Père, s'il te plaît, ne me gronde pas si injustement,
Ce n'est pas comme si j'avais épousé le bossu que je déteste comme la saleté, le diable. Cette porcelaine n'est pas mon mari. Tout le monde l'a tellement humilié, il a dû s'enfuir vers un endroit inconnu et à sa place se trouvait un homme merveilleux, mon vrai mari. Je t'ai raconté le mythe. Qu'est-ce que c'est? Le Premier ministre m'a soudainement interrompu. Quoi? Bossu? Tu n'as pas dormi avec moi la nuit dernière? Non. Père, répondit-elle, je n'ai couché avec personne sauf le gars dont je viens de te parler. Il l'a fait. De grands yeux et d'épais sourcils noirs. En entendant cela, le Premier ministre n'a pas pu s'empêcher se mettre en colère. Ah, soldat cruel, lui a-t-il dit, tu veux que papa devienne fou à cause de ce que tu viens de dire. C'est ça, c'est toi? Papa, dit-elle, c'est toi qui me rends fou à cause de ton scepticisme. Alors il n'y a rien de mal, le Premier ministre adoucit sa voix, ce bossu. Ô père, laissez ce bossu tranquille, l'interrompit-elle précipitamment. Le père du bossu, pourquoi continue-t-on à en entendre parler? Je voudrais te le rappeler encore une fois, ajouta-t-elle, je n'ai jamais passé la nuit avec lui mais avec mon mari bien-aimé dont je t'ai déjà parlé. Il reviendra probablement bientôt. Shemseddin Mohammed sortit de la pièce pour regarder mais ne trouva personne. Il fut extrêmement surpris de voir un homme bossu, la tête touchant le sol, les pieds levés haut, dans la même position que le dieu l'avait placé contre le mur. Qu'est-ce que c'est? Lui demanda-t-il. Qui t'a mis dans cet état? Le bossu reconnut le Premier ministre et répondit. Ah. Alors tu voulais m'épouser pour être la femme de la maîtresse d'un homme buffle? L'amante d'un méchant? Je ne suis pas stupide. Comment peux-tu me tromper? À ce moment-là, Scheherazade aperçut la lumière du matin passer par la porte et ne put en dire plus. La nuit suivante, elle a continué l'histoire du jeune Bedr el Hassan et dit à l'empereur indien. Oh, votre majesté! Le premier ministre de la dynastie Giafar a continué à raconter. Shemseddin Mohammed pensait que le bossu paniquait et disait des bêtises. Alors il dit. Vous êtes mis les pieds en bas? Sors d'ici. Je n'ose pas, dit le bossu, si le soleil ne s'est pas encore levé. Tu sais, hier soir ici, un chat noir est apparu devant moi. D'un coup il est passé comme gros comme un buffle. Je n'oublierai pas ce qu'il a dit. Alors va-y et fais ton travail. Laisse-moi ici. Le Premier ministre, au lieu de partir, a attrapé les jambes du bossu et l'a forcé à partir. Il s'est levé. Ce type a couru sorti de la pièce sur 3 et 4 jambes, n'osant pas regarder en arrière. Il se rendit au palais pour rencontrer l'empereur égyptien, faisant éclater de rire le roi lorsqu'il l'entendit raconter comment il avait été traité comme un dieu. Shemseddin Mohammed retourna dans la chambre de sa fille, encore plus surpris et confus par ce qu'il avait vu et plus il voulait comprendre. Et, ma fille, lui dit-il, tu ne peux pas expliquer plus clairement ce que tu ne comprends plus. Qu'est-ce qu'il fait? Père, répondit-elle, je ne peux rien te dire de plus clair que ce que je t'ai déjà dit. Mais ce sont, ajouta-t-elle, les vêtements de son mari et de ses enfants qu'il a posés sur le dossier de cette chaise. Peut-être qu'ils pourront me clarifier les choses. Cela dit, elle lui donna la coiffe de Bedreddin. Il le prit et l'examina soigneusement à l'intérieur comme à l'extérieur. Cela me ressemble, dit-il, à un couvre-chef de vizir, à la manière de Mossoul. Mais il a quand même vu quelque chose de coincé au milieu de la doublure. Alors il a demandé les ciseaux et après avoir dénoué les coutures, il a vu un morceau de papier plié. C'est le carnet que Noureddin Ali a donné à Bedreddin, son fils, avant de fermer les yeux, et il l'a caché là pour le protéger soigneusement. Le Premier ministre ouvrit le cahier et remarqua l'écriture de Noureddin Ali.
son jeune frère. Il lut le titre. Pour mon fils Bedreddin Hassan. Avant qu'il puisse penser à quoi que ce soit, sa fille lui mit à la main le sac d'argent qu'elle avait vu sous une pile de vêtements. Il l'ouvrit également et vit qu'il était plein de paillettes, et comme je l'ai dit, bien que Bedreddin Hassan ait été très généreux, en sortant des poignées pour les distribuer à tout le monde, le sac était encore plein, grâce aux soins des esprits et des fées. Le vizir lut sur l'étiquette du sac, 1000 sequins du juif Isaac. Et en bas, à Bedreddin Hassan pour toute la cargaison du premier navire arrivé de tout le convoi appartenant à Noureddin Ali. Son père était décédé. Juste après avoir lu l'étiquette, le Premier ministre a crié fort et s'est évanoui. Scheherazade voulait continuer, mais c'était déjà le matin. L'empereur indien se leva et se dit, « Il faut qu'il entende toute l'histoire. » Oh, la nuit suivante, Scheherazade a continué l'histoire en racontant à Charlar, « Votre Majesté, le Premier ministre Shemseddin Mohammed a repris connaissance grâce à sa fille et aux servantes qu'elle a appelées pour les soins intensifs. Il a dit à son fils, « Ma fille, dont, je ne serais pas surpris de savoir pourquoi je me suis évanoui ainsi. Comment pourrais-je ne pas être trop ému alors que la cause était un événement inimaginable? Le mari qui a passé la nuit avec vous était votre cousin, le fils de Noureddin Ali, mon jeune frère. Les 1000 paillettes que j'ai trouvées dans ce sac m'a rappelé ma dispute avec ce cher frère. Ce doit être le cadeau de dot qu'il a offert à son fils. Remerciez Dieu pour tout, en particulier cet événement miraculeux qui a démontré sa puissance. » Puis il a regardé l'écriture de son jeune frère et l'a embrassé lui à plusieurs reprises. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Comment puis-je voir Noureddin lui-même ici ?» murmura-t-il en plus. « Voir ces écritures a rendu mon cœur indescriptiblement heureux, de pouvoir renouer avec lui. » Il a lu attentivement. Carnet du début à la fin et j'ai trouvé la date de l'arrivée du frère cadet à Balsora, de son mariage et de la naissance de Bedreddin Hassan et après l'avoir comparé avec la date de son mariage et la date de naissance de sa fille au Caire, j'ai vu la coïncidence était tellement étrange et pensant que son neveu était devenu son gendre, il se sentait extrêmement heureux. Il prit le carnet et l'étiquette attachée au sac d'argent et le présenta à l'empereur et fut complètement pardonné pour l'incident passé. L'empereur a également trouvé extrêmement agréable d'entendre cette belle et passionnante histoire du début à la fin et l'a fait enregistrer pour la transmettre aux générations futures. Cependant, le Premier ministre Shemseddin Mohammed n'a pas compris pourquoi son neveu avait disparu. Il espérait toujours le voir à tout moment et attendait patiemment pour le serrer dans ses bras et l'embrasser. Après 7 jours d'attente infructueuse, il a cherché partout au Caire, mais n'a trouvé aucune nouvelle, même s'il n'a ménagé aucun effort. Il était extrêmement inquiet. Alors, quel événement extrêmement étrange, pensa-t-il, personne n'a jamais vu une chose pareille. Dans le doute sur la suite des événements, il a soigneusement enregistré tout ce qu'il voyait, la situation de la maison à ce moment-là, la manière dont le mariage s'était déroulé, la salle des noces et celle de la mariée. Comment votre belle-fille l'a-t-elle présentée? Il a également plié le turban, le sac d'argent et les vêtements laissés par Bedreddin dans un paquet et l'a soigneusement enfermé dans le coffre. La reine Scheherazade a été obligée de s'arrêter parce qu'elle a vu que le ciel se levait. À la fin de la nuit suivante, elle continua l'histoire avec les mots suivants. Oh, Votre Majesté, le Premier ministre Giafar a continué à parler à l'empereur. Après quelques jours, dit-il, la fille du Premier ministre Shemseddin Mohammed se retrouva enceinte et 9 mois plus tard,
Elle donna naissance à un fils. Une nourrice, de nombreux serviteurs et autres esclaves prirent soin de lui avec dévouement, et le garçon fut nommé Agib par son grand-père. Lorsque le garçon Agib a l'âge de 7 ans, le ministre Shemseddin Mohammed, au lieu de l'envoyer à l'école à la maison, l'envoya à l'école pour qu'il soit instruit par un bon et célèbre professeur. 2 esclaves étaient chargés de le chercher chaque jour. Agib jouait avec ses amis, tout le monde. Ils étaient tous dans une classe inférieure à lui, alors il le craignait. Même le professeur le choyait plus que les autres élèves. Ses soins aveugles ont nui à Agib. Il est devenu arrogant. Grand, arrogant. Il veut que tous ses amis lui obéissent, mais il n'a jamais cède. Il veut toujours être le meilleur, et s'il y a un ami qui ose faire autrement, s'il n'est pas d'accord avec votre opinion ou s'y oppose, il n'hésite pas à jurer et va même jusqu'à donner des coups de poing et coups de pied. En fin de compte, il est devenu une épine insupportable dans le pied de tous ses camarades de classe. Ils l'ont dit au professeur. Au début, le professeur leur a conseillé d'essayer d'être patient, mais quand il a vu qu'il le faisait, Agib est devenu encore plus arrogant et insolent et lui-même était trop fatigué à cause du comportement extrême de cet élève spécial. Ses élèves de venir lui dire, « Les enfants, je vois bien qu'Agib est un enfant arrogant et insolent. Je veux vous montrer un moyen de l'adoucir pour qu'il n'ose plus vous déranger. Je crois toujours qu'il n'osera plus aller à l'école. Demain, quand il viendra, invitez-le à jouer à un jeu de groupe. Rassemblons-nous tous autour de lui et l'un d'eux dira à haute voix comme ceci. Jouons ensemble à un jeu amusant, mais celui qui veut jouer doit dire son nom, celui de ses parents. Quiconque ne le fait pas est considéré comme un enfant illégitime et nous ne le laisserons pas jouer avec eux. Le professeur leur a dit qu'en faisant cela, Agib serait confus et devrait renoncer à son arrogance et à son arrogance. Ils sont tous rentrés chez eux, heureux et joyeux. Le lendemain, lorsque tout le monde s'est réuni, ils n'ont pas oublié de suivre les instructions du professeur. Ils se sont rassemblés autour d'Agib et l'un d'eux a dit « Jouons à un jeu amusant, mais à condition que quiconque ne peut pas prononcer son nom, celui de son père et de sa mère, ne puisse pas jouer. » Tous étaient d'accord, tout comme Agib. Alors l'un après l'autre, ils se sont ouverts en douceur. Quand ce fut le tour d'Agib, il dit « Je m'appelle Agib, ma mère s'appelle Diemkye et mon père est le ministre Shemseddin Mohammed. » Tous les enfants criaient « Agib, qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas le nom de ton père mais celui de ton grand-père. Que Dieu te fasse taire ?» Agib a crié avec colère. Oserez-vous dire que le ministre Shemseddin Mohammed n'est pas mon père? Point d'interrogation. Son élève a ri encore plus fort et lui a dit « Non, ce n'est pas ça, c'est juste ton grand-père. Tu ne peux pas jouer avec nous, et tu ne peux pas non plus t'approcher de nous. » Après avoir dit cela, ils se sont simplement dispersés. Le professeur s'est moqué de lui et a ri ensemble. Agib a fondu en larmes. Se sentant tellement humilié, le professeur a tout entendu et est entré et a dit à Agib « Agib, tu ne sais toujours pas que le ministre Shemseddin Mohammed n'est pas ton père. C'est ton grand-père, le père de ta mère Diemkye. Comme toi, nous ne connaissons pas le nom de ton père mais savons seulement que l'empereur veut marier ta mère à un cavalier bossu, mais un dieu a couché avec ta mère. Ce n'est pas une bonne chose pour toi, alors tu devrais apprendre à traiter ton des amis avec moins d'arrogance et de snobisme comme vous l'avez toujours fait. Maintenant que vous êtes là, le ciel brille. » Ce matin, Scheherazade a arrêté de parler. La nuit suivante,
Elle continua l'histoire et raconta à l'empereur indien ce qui suit. Oh! Votre Majesté, le jeune Agib, désolé des taquineries et des taquineries de ses amis, abandonna brusquement l'école et rentra chez lui en marchant. Pleura, d'abord il est retourné chez sa mère. Diem Kyo a paniqué quand elle a vu son fils si bouleversé et a rapidement demandé la raison. Le garçon ne pouvait répondre que par des sanglots brisés et en demandant à plusieurs reprises. Ce n'est qu'alors qu'il a clairement expliqué sa tristesse et son humiliation à son mère. Quand il eut fini de raconter l'histoire, il demanda à sa mère, « Au nom de Dieu, s'il te plaît, dis-moi qui est mon père ?» Mon fils, elle répondit, ton père est le premier ministre Shemseddine Mohammed. Il le serre dans ses bras et l'embrasse. Toi tous les jours. Je ne te dis pas la vérité. Ce n'est pas ton père mais mon père. Mais toi, qui est ton père? Tu es moi de quel père? Votre question a rappelé à Diem Kyo sa nuit de noces et la longue période de la solitude qui a suivi en tant que veuve. Elle a versé des larmes, regrettant douloureusement et amèrement son mari. Bedreddin était extrêmement mignon. Alors que la mère et le fils pleuraient ensemble, le premier ministre Shemseddine est entré et a demandé la cause de leur chagrin. Diem Kyo a parlé clairement et lui a parlé de l'humiliation qu'Agib avait subie à l'école. Cette histoire a ému le premier ministre jusqu'aux larmes et il s'est rendu compte que chacun pouvait porter des jugements qui porteraient atteinte à l'honneur de toute la famille. Il soupira de déception. Avec cette triste pensée, il entra dans le palais pour demander audience à l'empereur et après s'être prosterné aux pieds du roi, il demanda à l'empereur sa grâce pour lui permettre de voyager dans les provinces orientales et surtout à Balsora pour y savoir où se trouve son gendre Bedreddin Hassan. Il dit également à l'empereur qu'il ne supportait pas la rumeur dans la ville selon laquelle un dieu aurait couché avec sa fille Diem Kyo. L'empereur sympathisa avec l'inquiétude du premier ministre, approuva ses intentions et approuva ses actions. Le roi a également pris soin d'envoyer un message à toutes les provinces et pays où Bedreddin pourrait se cacher temporairement avec des mots urgents pour qu'il laisse le premier ministre le ramener chez lui. Shemseddine Mohammed n'a pas eu assez de mots pour remercier adéquatement l'empereur pour sa gentillesse à son égard. Il ne pouvait que s'agenouiller une fois de plus devant lui, mais les larmes qui coulaient suffisaient à exprimer sa profonde gratitude. Finalement, il dit au revoir à l'empereur et lui souhaita paix et prospérité. Une fois rentré chez lui, il ne pensait qu'à tout préparer pour le voyage. En seulement 4 jours, tout était terminé. Il poursuivit son chemin, emmenant avec lui Diem Kyo et son petit-fils Agib. Scheherazade arriva à ce point à l'aube, elle s'arrêta de parler. L'empereur indien se leva et fut très satisfait de l'histoire de la reine et décida d'écouter. Continua ceci, Scheherazade a accepté de satisfaire ses vœux la nuit suivante. Et elle a continué ainsi. Oh, votre Majesté, le premier ministre Giafar est toujours en train de parler à l'empereur Haroun al-Rachid. Shemseddine Mohammed et sa fille Diem Kyo et son petit-fils Agib étaient en route pour Damas. Ils voyagèrent pendant 19 jours sans s'arrêter nulle part, mais le 20e jour, arrivant dans un très beau pré non loin de la ville de Damas, ils posèrent le pied à terre et dressèrent leur tente au bord d'une rivière qui traverse la ville et en a fait un endroit merveilleux pour se reposer. Le sultan Shemseddine Mohammed a annoncé qu'il s'arrêterait ici pendant 2 jours et continuerait le 3e jour. Il a donné la permission. L'entourage a été autorisé à se promener autour de la ville de Damas. Ils ont tous pris plein profitant de la générosité de leur maître. Certains étaient curieux de connaître une ville que beaucoup de gens vantaient.
D'autres voulaient s'y rendre pour vendre des marchandises ramenées d'Égypte ou acheter des tissus et des objets rares de ce pays. Diem Kieu voulait que son fils Agib aime se promener dans cette célèbre ville. Il a donc ordonné à l'eunuque noir de prendre soin du garçon, de le guider et de prendre grand soin de le protéger afin qu'aucun accident ne se produise. Toi, Agib, magnifiquement habillé, marchait avec l'eunuque, tenant un gros bâton à la main. Dès son entrée dans la ville, Agib, qui était aussi belle qu'un ange, a attiré l'attention de tout le monde. Certains ont quitté la maison pour le voir de plus près, d'autres ont passé la tête par la fenêtre et les passants se sont arrêtés pour regarder, mais comme s'ils n'étaient pas satisfaits, ils l'ont suivi pour regarder plus longtemps. Personne ne l'admirait sans féliciter le père et la mère d'avoir donné naissance à un enfant aussi merveilleux. Par hasard, l'eunuque et Agib sont passés devant la confiserie Bedreddin Hassan car ils ont vu beaucoup de monde rassemblé là-bas et ont donc dû s'arrêter de marcher. Le confiseur qui a adopté Bedreddin est décédé il y a plusieurs années, laissant la boutique et tous ses biens à ses héritiers. Bedreddin est devenu propriétaire d'un magasin et a fabriqué de délicieux bonbons, célèbres dans toute la ville de Damas. Voyant combien de personnes rassemblées devant le magasin regardaient tout attentivement Agib et l'eunuque noir, il regarda aussi. Scheherazade s'arrêta de parler car c'était déjà le matin et Schahriar se leva, très nerveux, ne sachant pas ce qui allait se passer entre Agib et Bedreddin. La reine soulagerait l'empereur de sa frustration à la fin de la nuit suivante. Elle a continué. Bedreddin Hassan a poursuivi le premier ministre Giafar a particulièrement regardé Agib, et s'est immédiatement senti extrêmement ému sans savoir pourquoi. Il n'a pas été abasourdi comme tout le monde à cause de la beauté éclatante du garçon. La confusion et l'agitation dans son cœur, il y avait une autre raison qu'il ne connaissait pas. C'était le pouvoir du sang qui avait affecté ce père doux et sentimental. Il arrêta son travail et s'approcha d'Agib, et dit au garçon avec affection, « Petit ange, tu as capturé mon âme. S'il vous plaît, daignez venir dans ma boutique et goûter quelque chose que j'ai fait, afin que je puisse prendre plaisir à le regarder. » Il a prononcé les phrases ci-dessus si pleines d'amour et d'affection que les larmes lui sont montées aux yeux, ce qui a rendu le garçon Agib très ému et se tourna vers l'eunuque. Cet oncle lui dit il avait un visage doux et m'a parlé. Si doux et si câlin, je peux difficilement refuser son invitation. Entrons dans le magasin et goûtons quelques-uns de ces bonbons pour lui faire plaisir. Vraiment, lui dit l'esclave, pour un fils de premier ministre comme toi, aller manger du gâteau dans une confiserie, c'est vraiment beau. Pas question, mec. Oh, mon petit seigneur, s'écria Bedreddin Hassan, il est cruel qu'il vous confie à un gardien qui vous traite si durement. Puis il dit à l'eunuque, mon ami, n'empêche pas ce jeune seigneur de me faire l'honneur que je demande. Je n'aurais pas dû m'humilier comme ça. S'il vous plaît, faites-moi le plaisir de recevoir votre petit maître et vous dans ma maison pour voir si lui, qui est noir à l'extérieur comme une graine, deviendra blanc comme le noyau à l'intérieur. Tu devrais savoir, continua-t-il, je connais le secret qui peut transformer le noir en blanc. En entendant cela, l'eunuque rit et lui demanda quel était le secret. Alors je le montrerai à mon ami, répondit-il. Puis il improvisa et lut des vers faisant l'éloge des eunuques noirs, disant que grâce à eux, l'honneur des rois et de tous les grands hommes était fermement garanti. L'eunuque fut très heureux d'entendre ces vers et cessa d'insister pour refuser l'invitation de Bedreddin Hassan, laissant entrer Agib dans la boutique et lui aussi.
Bedreddin Hassan était extrêmement heureux d'avoir réalisé ce qu'il voulait et a poursuivi son travail inachevé. Je fais dit-il un gâteau à la crème. Tu dois goûter ce gâteau. Je suis sûr que vous le trouverez délicieux car ma mère m'a appris à faire ce gâteau, qu'elle prépare très habilement et qui est absolument délicieux. Tout le monde en ville vient ici juste pour vendre ce gâteau. Ayant fini de parler, il sortit du four un gâteau à la crème, le saupoudra de graines de grenade et de sucre et le donna à Agib. Le garçon mangea et dit que c'était délicieux. L'eunuque noir en reçut un de Bedreddin, le mangea et reçut le même commentaire. Pendant qu'ils étaient tous deux occupés à goûter le gâteau, Bedreddin regarda attentivement Agib et pensa qu'il pourrait aussi avoir un fils comme celui-là avec sa douce et charmante épouse, qui dut bientôt se séparer d'une manière étrange et cruelle. Cette pensée lui fit monter les larmes aux yeux. Il s'apprêtait à interroger le jeune Agib sur le but du voyage de sa famille à Damas, mais le garçon n'eut pas le temps de satisfaire sa curiosité car l'eunuque le pressa de finir de manger rapidement pour qu'il puisse regagner sa tente de grand-père. Bedreddin le regarda avec regret, mais se demanda ensuite pourquoi il avait rapidement fermé le magasin et l'avait suivi à la hâte. À ce moment-là, Scheherazade a vu que c'était déjà le matin, alors elle a arrêté de parler. Shahriar se leva et décida d'écouter l'histoire jusqu'à la fin et de laisser la reine vivre jusque-là. Oh, la nuit suivante, avant l'aube, Dinarzade a réveillé sa sœur et elle a continué ainsi. Bedreddin Hassan a poursuivi le premier ministre Giafar a donc couru après Agib avec l'eunuque et l'a rattrapé avant leur arrivée. L'eunuque l'a vu le suivre et a été très surpris. Oh! Mon oncle, dit-il avec colère, que veux-tu? Bon ami Bedreddin répondit rapidement, je dois quitter la ville pour affaires. J'ai presque oublié que j'avais encore quelque chose à discuter avec mon partenaire commercial en dehors de la ville. Cette réponse n'a pas suffi à convaincre l'eunuque. Il se tourna vers Agib et dit: Là, j'ai été entraîné là-dedans à cause de toi. Je savais que je regretterais mon aisance. Tu voulais toujours entrer dans la boutique de cet homme. Je t'ai bêtement fait plaisir. Peut-être que c'est vrai, dit Agib, il avait quelque chose à faire en dehors de la ville, et les chemins appartenaient à tout le monde. Ils continuèrent à marcher sans se retourner jusqu'à ce qu'ils soient près des tentes du vizir, puis ils se tournèrent pour voir si Bedreddin continuait à le suivre. Agib remarqua que le boulanger était à 2 pas de lui. Son visage était tantôt violet, tantôt pâle, comme s'il était profondément ému. Il avait peur que le premier ministre de son grand-père sache qu'il était entré dans la confiserie et y avait mangé. Il s'est donc penché pour ramasser une pierre assez grosse juste à côté de ses pieds, puis l'a lancée en plein milieu du front du boulanger, faisant couler du sang sur tout son visage. Puis il se releva d'un bond et courut rapidement dans la tente avec l'eunuque. Bedreddin se tourna vers la route qui menait à la ville, releva son tablier jusqu'à sa poitrine et essuya le sang de son visage. J'ai fait une erreur, se dit-il en quittant la maison pour déranger ce garçon. La raison pour laquelle il s'est comporté ainsi était parce qu'il pensait que j'avais un plan pour lui faire du mal. Quand il rentra chez lui, il fit panser sa blessure et se consola en disant que ce désastre était insignifiant, qu'il y avait des gens dans ce monde qui étaient bien plus misérables que lui. Le soleil levant fit taire la reine indienne. Shahriar se leva et eut pitié de Bedreddin et était impatient de connaître la suite de l'histoire. À la fin de la nuit suivante, Scheherazade dit à l'empereur indien: Votre Majesté, le premier ministre Giafar a continué à raconter l'histoire de Bedreddin Hassan comme suit. Bedreddin a continué à travailler comme confiseur à Damas. Son oncle, Shemseddin Mohammed,
est resté 3 jours près de Damas puis a continué son chemin. Il se rendit directement à Émès et de là se rendit à Hama, puis à Alep, où il resta 2 jours. De Alep, il traversa l'Euphrate, pénétra profondément en Mésopotamie et après avoir traversé Mardin, Mossoul, Sangial, Diyarbekir et bien d'autres villes, atteignit finalement Balsora, où il demanda audience au roi. Il fut solennellement accueilli parce que l'empereur savait qu'il était le premier ministre Shemseddin Mohammed et lui demanda pourquoi il était venu à Balsora. Votre Majesté a répondu le Premier ministre je suis venu ici pour avoir des nouvelles du fils de mon frère Noureddin Ali, qui a eu l'honneur de servir votre Majesté. Noureddin Ali est décédé il y a longtemps dit l'empereur quant à lui. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que 2 mois après la mort de son père, il a soudainement disparu, et depuis lors personne ne l'a revu même si je me laisse chercher partout. Mais sa mère est la fille d'un de mes premiers ministres, qui est toujours en vie. Shemseddin Mohammed lui a demandé de lui permettre de lui rendre visite et de la ramener en Égypte. Avec l'accord du roi, il ne voulut pas attendre demain pour lui demander où elle se trouvait et vint immédiatement, accompagné de sa fille et de son petit-fils. La veuve de Noureddin Ali est restée dans le manoir où son mari avait vécu jusqu'au jour de sa mort. C'était une belle demeure, solidement bâtie et ornée de colonnes de marbre, mais Shemseddin ne s'arrêta pas longtemps pour l'observer. En arrivant là-bas, il embrassa la porte sur laquelle se trouvait une plaque de marbre gravée en lettres d'or du nom de son jeune frère. Il demanda à voir sa belle-sœur et les domestiques lui montrèrent une petite cabane au toit en forme de dôme située au milieu d'une grande cour. Cette douce mère se rendait souvent à la cabane construite pour représenter la tombe de Bedreddin Hassan qu'elle croyait mort, mais après une longue attente, elle ne parvenait pas à le retrouver. Elle reste souvent ici une grande partie de la journée et de la nuit. À ce moment-là, son enfant lui manquait et elle était en larmes. Shemseddin Mohammed est entré et l'a vue se tordre de douleur. Il la salua et après lui avoir demandé de réprimer son chagrin et d'essuyer ses larmes, il lui dit qu'il avait l'honneur d'être son beau-frère et lui expliqua la raison pour laquelle il avait quitté le Caire pour se rendre à Balsora. À ce stade, c'était juste l'aube, donc Scheherazade a dû s'arrêter pour continuer l'histoire à la fin de la nuit suivante. Shemseddin Mohammed a poursuivi le premier ministre Giafar après avoir raconté à sa belle-sœur tout ce qui s'est passé au Caire lors de la nuit de noces de sa fille, y compris la découverte d'un cahier caché dans un turban. La tête de Bedreddin l'a tellement choqué, il a présenté Agib et sa fille Diemkye à sa belle-sœur. Lorsque la veuve de Noureddin Ali, auparavant une personne ennuyée partout dans le monde, comprit à travers les paroles de son mari que son fils bien-aimé était peut-être encore en vie, elle se leva et l'embrassa affectueusement Diemkye et le garçon Agib, dont elle réalisa qu'il avait les traits de Bedreddin. Alors elle versa à nouveau des larmes, mais c'étaient des larmes différentes de celles qu'elle avait versées depuis longtemps. Elle a continué à serrer et à embrasser le garçon et il a reçu ces gestes affectueux de tout son cœur joyeux. Ma belle-sœur, Shemseddin Mohammed a dit il est temps pour vous d'arrêter de pleurer et de sécher vos larmes, prêt à retourner en Égypte avec nous. Le roi Balsora m'a donné la permission de vous emmener avec moi et je pense que vous serez aimablement d'accord. J'espère que nous rencontrerons éventuellement vos enfants, mes petits-enfants, et si cela se produit, leurs histoires, la vôtre, celle de ma fille et la mienne, méritent d'être enregistrées pour la postérité.
La veuve de Noureddin Ali a entendu ce que son mari lui disait et s'est sentie contente et à partir de ce moment elle a laissé sa famille tout préparer pour le voyage. Pendant ce temps, Shemseddin Mohammed a demandé une deuxième audience pour dire au revoir au roi et a été récompensé par de nombreux honneurs ainsi qu'un grand cadeau pour lui et un autre cadeau plus précieux envoyé à l'empereur égyptien. Lui et tout le monde ont quitté Balsora et se sont dirigés directement vers Damas. En approchant de cette ville, il installa une tente près de la porte de la ville par laquelle il devait entrer et dit qu'il y resterait 3 jours pour laisser tout le groupe se reposer et trouver et acheter des choses rares et précieuses dignes d'être une offrande au roi. Empire égyptien. Alors qu'il était occupé à sélectionner lui-même les belles soieries que les marchands célèbres apportaient à la tente, Agib dit à l'eunuque noir qui s'occupait de lui de l'emmener se promener dans la ville, pour voir des choses. Je n'ai pas eu le temps de regarder de près. Quand je suis passé par là et je voulais aussi savoir ce qui était arrivé aux vendeurs de confiserie qui étaient lapidés. L'eunuque a accepté de l'accompagner en ville, après avoir reçu la permission de sa mère Diemkieu. Les 2 hommes sont entrés dans la ville de Damas par la porte céleste, la porte la plus proche de la tente du premier ministre Shemseddin Mohammed. Ils passèrent devant de grands chantiers de construction, des bazars couverts où abondaient des biens précieux et virent une mosquée où les fidèles se rassemblaient à midi et dans l'après-midi pour prier. Puis ils se rendirent au magasin de Bedreddin et le virent occupé à préparer des gâteaux à la crème. Bonjour dit Agib, écoute et tu te souviens de m'avoir vu? Bedred était abasourdi. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.